Nous allons maintenant donner la parole à une femme dont l'expérience est d'une autre nature, puisqu'elle est à moitié française, à moitié iranienne, et qu'elle a vécu aussi les sujets que nous abordons ce matin dans sa chaire lorsqu'elle était en Iran. Elle est écrivaine et sociologue, c'est Shala Shafik. Elle est auteure de Demande au miroir, qui est édité à l'âge d'homme, et d'Islam et politique, sexe et genre, édité au PUF. Shala, merci. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Kessel, bonjour à Jacqueline Kostalascu de m'avoir invité pour partager avec vous quelques pistes de réflexion. Effectivement, comme on vient d'entendre, tous les arguments liés au vécu de frustration, de discrimination, de la violence sociale qui sont bien réels. Moi, je pense que je comprendrai. C'est-à-dire, en fait, si je peux dire en un mot le fond de puisque je travaille aussi dans le domaine de recherche-action sur ces questions-là, je pourrais dire que l'offre islamiste exploite tous les ressorts psychologiques, sociaux, et pour offrir une alternative et pour mobiliser les personnes. Donc, il ne s'agit pas pour moi de nier le fait que les frustrés, les discriminés, les gens qui ont des problèmes psychologiques, mais aussi sont concernés par cette offre. Et effectivement, les intellectuels de toutes les tendances, je pense qu'aussi bien la gauche que la droite, a aussi cherché à trouver dans ce terreau des alliés. Je ne pense pas que ce soit seulement la gauche qui soit dans ce champ, même si les idéaux de la gauche, ça veut dire les idéaux de l'égalité, de socialisme, par un déplacement, ça veut dire par un remplacement de l'identité sociale par l'identité religieuse, par un remplacement du concept de la classe sociale par le concept de l'identité religieuse, a amené une partie de la gauche à commettre l'erreur de trouver dans l'islamisme une idéologie progressiste. Donc, effectivement, par cela, il faut voir que l'islamisme est une idéologie politique, que ce n'est pas une pratique religieuse, même si, quand on dit de l'islamisme, on reconnaît quand même le lien entre l'islamisme et la religion islamique, parce que ce sont les concepts de cette religieuse qui ont été idéologisés pour proposer une alternative antidémocratique et fascisante, effectivement. Et là, on est dans un vaste débat et la question des femmes, la question des droits des femmes est au centre de ce débat pour une raison qui est peut-être évidente, mais je la rappelle, c'est qu'on vit dans une époque très paradoxale. Donc, d'une part, il y a les avancées des droits des femmes, partout, des revendications par rapport à l'égalité de sexe et la liberté de femmes partout, ce qui met à mal la théorisation sur la guerre des civilisations, qui a été avancée aussi par les idéologues de droite d'ailleurs, pour dire que l'islam serait incompatible avec, ou les musulmans ne seraient pas intégrables dans une démocratie, ce qui est aussi bien exploité par l'extrême droite et tous les mouvements identitaires au niveau européen. Donc, effectivement, les revendications de la liberté des femmes et de l'égalité qui ont été portées par des femmes dans les différents pays dits islamiques. Et ici, c'est encore, j'ouvre une parenthèse, encore les mots sont importants puisque depuis les années 80, on a créé une identité globalisante des musulmans. On a mis l'islam à toutes les sauces et aussi avec la complicité du milieu universitaire et des médias et des intellectuels, on a fait de l'islam une identité totalisante et totalitaire dans la mesure où on a
prétendu par les différents types de théorisation que l'avenir de ces peuples, des musulmans, leur passé s'écrit par l'islam, dans l'islam, leur présent s'explique par l'islam et leur avenir se trouve dans l'islam. C'est exactement la perspective que propose le mouvement islamiste. Et on ne peut pas s'en sortir. De toute façon, même les réformes, même la démocratie viendraient de l'islam. Et ce qu'on fait aussi d'ailleurs, beaucoup de personnes d'ailleurs au sein des pouvoirs occidentaux en allant chercher des alliés chez les bons islamistes contre les mauvais islamistes. Donc, moi, je pense que tout le monde est responsable par rapport à ces mots, à ce genre de lexique identitaire, que j'appelle lexique identitaire, où on fait de la religion un repère identitaire totalisant et qui sert à des pensées totalitaires qui font des religions, des idéologies qui sont les relais des mouvements néoconservateurs actuels, que ce soit en Amérique par rapport aux protestants évangélistes, que ce soit par rapport aux islamistes, que ce soit par rapport aux catholiques intégristes, dont on voit le déploiement dans l'obstacle qu'ils font à l'avancée des droits démocratiques, par exemple pour les droits des homosexuels. Si vous voulez, on est dans des enjeux de l'époque par rapport au mouvement identitaire et dans ces enjeux, la question des droits des femmes prend une place centrale. Pour une raison simple, c'est que l'ordre moral qui est préconisé par tous ces mouvements néoconservateurs qui font des religions, des idéologies, et y compris de l'islamisme qui est au devant de la scène, mais sa présence très spectaculaire ne doit pas cacher la présence des autres aussi derrière, c'est l'ordre moral qu'il préconise est fondé sur la défense et la réhabilitation des valeurs de la famille patriarcale. En fait, l'hierarchisation sexuée est sacralisée et idéologisée pour proposer un ordre moral qui serait un refuge, qui serait un lieu de refuge dans un monde en désarroi. Donc, ce mouvement se présente comme un lieu de sens, un lieu d'avenir. Et effectivement, il existe, en dehors de l'islamisme djihadiste, dont la violence et le terrorisme a été dit est spectaculaire, il existe aussi des islamistes qui ne sont pas dans le djihadisme, mais qui proposent le même offre identitaire et le même offre totalitaire et qui se déploient depuis 3 décennies, ici en France même, puisque je ne parle pas d'ailleurs, ici en France, et même aujourd'hui dans le débat sociologique, on voit qu'il y a des sociologues qui proposent, face au djihadisme, de faire alliance avec les islamistes qui ne sont pas djihadistes. Donc c'est un débat qui, aujourd'hui, quand vous ouvrez les dossiers sur l'islamisme, vous le trouvez partout. C'est le débat qui divise les personnes qui se disent spécialistes de l'islamisme. Mais ces personnes, quand vous ouvrez les livres sur l'islamisme, sur l'analyse de l'islamisme, les grands chercheurs américains, français, ailleurs, vous trouvez seulement un chapitre consacré à la question des droits des femmes, alors que la question des femmes est centrale, c'est au centre de leur projet. Et ça traduit quand même une autre pensée qui est présente dans tous les milieux intellectuels d'ailleurs, c'est que la question des femmes a été toujours minorisée dans la mesure où elle a été considérée comme une question concernant les femmes et pas la société tout entière. Donc effectivement, quand vous êtes dans ce type de pensée, vous dites d'accord, quand on fait l'analyse de l'islamisme, on prend le phénomène sur le plan géopolitique, sur le plan macro-social, après on ajoute les femmes et on secoue. Et ça va faire une analyse en termes de genre, alors que c'est pas vrai. Quand vous êtes face à ce type d'idéologisation, de l'islamisme je parle, vous avez une perspective à la fois politique qui est centrée sur le sexisme. C'est le sexisme qui porte ce projet. Alors, pourquoi les chercheurs ne s'y intéressent pas comme un élément central ? Donc, ce serait une question que je vous délivre.
Deuxième question qui vient d'ailleurs, qui est en lien avec la première question, c'est l'apparition étrange de certains mots qui vient dans les années 80 suite à la mobilisation khomeiniste des femmes, où il y avait quand même, il faut se rappeler que c'est en Iran que le mot Hezbollah a été avancé par Khomeini. Après, ça a été récupéré ailleurs. Mais les femmes Hezbollah avaient joué un rôle très important. Et parmi ces femmes, il y avait des universitaires, il y avait des femmes de peuple, il y avait tout type une typologie de femmes. Et effectivement, quand je travaillais sur le sujet, j'ai lu le discours d'une chercheuse anglo-iranienne en Angleterre qui parlait de féminisme fondamentaliste. Donc, ça m'a beaucoup étonnée et j'ai lu, même je croyais pas que ça pourrait être théorisé, mais ça a été bel et bien théorisé, le fondamentalisme islamiste qui crée des féministes. Et récemment, on a vu que dans certains médias, on a parlé des féministes djihadistes. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait? On sait très bien l'attrait des femmes pour Hitler, on sait très bien la présence massive des femmes pour Mussolini, on connaît bien tous ces phénomènes. Pourquoi ça vient pas à l'esprit de ces chercheurs de parler de féminisme hitlérien, par exemple? Pourquoi on parle pas de féminisme mussolinien? Pourquoi, dès qu'on arrive à l'islam et à l'islamisme, on cherche à mettre à toutes les sauces cette pensée-là? Et je trouve que ça renvoie à quelque chose qui m'interroge toujours par rapport à toutes mes expériences qui sont doubles, à la fois en tant qu'iranienne et française, et travaillant sur ces sujets sous plusieurs angles, je m'interroge toujours sur une sorte de néo-racisme caché derrière tout ce genre de sympathie qu'on pourrait avoir par rapport à ce genre d'idéologisation et par rapport à ce genre de théorisation. Comment ça se fait que quand il s'agit des femmes occidentales, on parle pas de féminisme hitlérien, on parle pas des femmes qui défendaient Pinochet, par exemple, comme des féministes qui sont venues dans la rue pour défendre le coup d'État? Pourquoi? Et alors, pourquoi quand on parle des femmes qui sont dans l'islamisme, qui sont des militantes islamistes, pourquoi on ose le mot féminisme? Parce que, je vous livre un peu l'analyse que j'en fais, qui pourrait être débattue, c'est que les femmes musulmanes, on a une image, encore une fois, totalisante de l'islam, qui serait collée à la peau de tous les gens qui sont croyants dans cette religion, et cette image de la femme musulmane, c'est une image d'une femme soumise, voilée, maintenant de plus en plus, puisque le voile devient l'emblème, quelque part, de l'islam aussi, de femmes d'être musulmans. Et du coup, comme on a cette image globalisante des femmes soumises, voilées et cachées et muettes, dès qu'elles bougent et dès qu'elles parlent, ça devient de féminisme, puisque c'est quand même extraordinaire. Mais c'est exactement... c'est dire tout le mépris qu'on porte envers ces femmes. C'est dire tous les mépris qu'on porte envers ces peuples. Et quand on approche de l'histoire de ces peuples, on voit que c'est un peuple qui, miraculeusement, ça bouge. Ça veut dire que c'est pas du tout un peuple qui vit seulement par rapport à cette chape de plomb du sacré qui lui colle par rapport à une identité totalisante. On voit que ce sont des pays qui ont une histoire, oui, une histoire. Il y a une historicité. On a, dans le domaine de recherche, on a toujours des critères d'objectivité qu'il faut prendre en compte l'histoire, la sociologie, le culturel, dans sa dynamique. Il ne faut pas faire de l'identité quelque chose de figé. Il ne faut pas faire de l'histoire quelque chose de figé. Mais tous ces critères sont mis de côté quand on arrive à s'approcher des femmes ou des hommes ou de ce monde qu'on appelle et on globalise sous l'adjectif du monde musulman. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très dangereuse, et on a vu toutes les conséquences
dans la vie à la fois géopolitique ou ailleurs, puisqu'il ne faut pas oublier que la recherche de l'instrumentalisation de religion n'est pas seulement faite par les islamistes. Les pouvoirs occidentaux ont instrumentalisé le religieux dans la guerre froide. Ici, dans les événements des révolutions arabes, le religieux a été toujours recherché comme de manière instrumentale. Quand on a fait la guerre contre Irak, ça a été les droits des femmes aussi a été instrumentalisé. Et dans les quartiers, ça c'est le mouvement géopolitique, les islamistes ont fait toutes les instrumentalisations possibles et imaginaires avec l'aide des femmes, avec la participation active des femmes, puisque être femme ne vaccine pas ni contre le fascisme, ni contre le racisme, Alors, en fait, ça, et le féminisme, ça ne veut pas dire que les femmes, dès qu'elles bougent, ça devient féministe. Donc, c'est quand même, encore une fois, un débat sur le lexique qui nous interroge, qui nous interpelle. Et à la fin, je dirais que il y a une... moi, je pense qu'il faut oser renverser cette réflexion et il faut aller explorer des recherches sur les nouvelles formes de racisme, nouvelles formes de sexisme, le néoracisme, le néocolonialisme qui ont été mises, qui, par exemple, ont été aussi et qui sont toujours employés pour culpabiliser aussi les femmes et aussi les hommes qui cherchent la liberté et l'égalité et vivre l'émancipation. Donc il y a aussi une histoire de la culpabilisation qui est en cours et cette culpabilisation, ça pèse sur les intellectuels et sur les artistes et sur les libres penseurs qui viennent de ce monde qui est baptisé le monde musulman. Alors, on ne parle pas du monde chrétien quand on parle de la France, de l'Italie, etc. On parle de nous, quand on parle, on nous compte dans ce monde musulman. Je sais que certains ne sont pas d'accord, mais on peut débattre. On parle du monde chrétien, bien sûr, mais il y a même le mouvement Front National qui essaye de faire de la laïcité un élément du monde judéo-chrétien et essaye de manipuler la laïcité pour dire que cette laïcité ne peut pas intégrer les musulmans. Il existe aussi ce genre d'élément. Je suis consciente de ça. Mais le point dont je veux, c'est-à-dire le point sur lequel je veux insister, c'est que par exemple, même aujourd'hui, on sait très bien que le mouvement Front National, pour sa dédiabolisation, compte sur les femmes. On sait très bien cela. On sait très bien que ce n'est pas parce que ce sont les femmes qui sont leaders de ce mouvement que c'est pas parce que Marine Le Pen fait de voile son ennemi qu'elle est amie des droits des femmes. On sait cela. On sait très bien comment ce mouvement vote contre toutes les lois qui sont dans l'Assemblée pour les droits des femmes. Mais parmi les intellectuels, parmi les laïcs, ça ne vient pas à l'idée de parler de féminisme lepéniste. Ça n'existe pas. Mais ça existe pour les islamistes. C'est ça le point sur lequel je voudrais insister. Et c'est pourquoi je pense que derrière tous ces jeux de mots, il y a quand même un mépris et une sorte de néo-racisme qui est justifié toujours par la sympathie envers des peuples, par une sorte de populisme, par une sorte de l'idée qui viendrait, en dernière analyse, à dire que les pauvres, ils comprennent pas tellement bien qu'est-ce que c'est. En plus, peut-être qu'ils méritent pas la démocratie. Peut-être que la démocratie est vraiment occidentale. Donc, il faut les laisser faire leur évolution tranquille et il faudrait qu'une poignée des intellectuels occidentalisés, puisque ça aussi c'est un mot qui est quand même assez suspect, occidentalisés. Dès qu'une femme ose, une femme dite musulmane, ose
être autrement, on dit elle est occidentalisée. Dès qu'un homme, écrivain ou artiste, etc., ose être autre chose, on dit, voilà, il est occidentalisé. Mais c'est un mot qu'on emploie beaucoup plus pour les femmes. Et combien de fois, je finis par là, on m'a demandé, Chala, est-ce que tu as enlevé ton voile ici en France quand tu es arrivée? Alors qu'en fait, ma mère ne le portait pas. Et ma grand-mère portait un voile qui n'avait rien à voir. Ça veut dire que c'était un voile qui lui a été quelque part imposé par son éducation. Et elle me disait toujours, il faut que tu grandisses, il faut que tu choisisses toi-même. Mais le voile est tellement maintenant devenu un emblème de l'identité dite musulmane que quand je suis arrivée en France dans les années 80, les gens me pensaient franchement que c'est ici que j'ai découvert le dévoilement. Alors que j'étais une étudiante militante de gauche en Iran et très proche de la culture, de ce qu'on appelle la culture française, qui est pour moi un peu synonyme quelque part de cet amour de la liberté, de l'égalité, etc. Et effectivement, pour moi, le choc culturel était plutôt le choc culturel que j'ai vécu comme exilé politique ici. C'était pas du tout le fait de voir les femmes dans la rue sans voile. C'était beaucoup plus quand on me demandait est-ce que c'est ici que tout est découvert. Merci beaucoup. Merci, Chala. Je crois, et j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres enceintes, que nous prenons la mesure des raisons pour lesquelles les femmes se sont substituées aux instituteurs pour être les hussards noirs de la laïcité en notre époque. Et je ne développerai pas, mais j'étais moi-même il y a 10 jours en Iran, où j'ai passé une douzaine de jours. Et au-delà du fait que c'est un grand peuple et un superbe pays, il faudrait rendre le séjour obligatoire à celles qui pensent pouvoir défendre le droit à porter le voile, alors que là-bas, celles qui voudraient ne pas le porter s'exposeraient à la pire des répressions. Donc, merci Chala, et merci aussi à toutes et tous pour ce combat.